Moi, c'est Vincent Marquet. Du coup, je suis formateur, coach agile, DevOps. Et également, je travaille en tant qu'expert utile, formateur utile, etc. Et du coup, moi, j'aime bien un peu tous les domaines, en fait. Je suis un spécialiste de tout. Non, un généraliste de tout, plutôt. Voilà. Et je m'intéresse un peu à tout, etc., quoi. J'aime bien les technologies en général, etc. Et en ce moment, depuis un petit moment, je travaille autour de DevOps. Et il y a un sujet qui intéresse pas mal de gens en général aussi, c'est la sécurité. Et c'est surtout aussi le parent pauvre, et on le voit bien juste en regardant Google Actu. Bon, on se regarde vite fait ensemble Google Actu, en attendant que tout le monde arrive. Regardez, j'ai fait une recherche sur fuite de données tout à l'heure. Hier, vague de fuite de données, Free. En ce moment, on en parle beaucoup, Free, Cultura, Truffaut, SFR, Auchan. Regardez un peu tout ça, etc. Bah, du coup, malheureusement, hein, on a pas mal de fuites de données, etc. Bon, voilà. Et c'est à la mode. Voilà. Du coup, l'idée, c'est Attends, de parler de. Vincent, Oui. Vincent, je pense que tu projettes pas ton. Enfin, moi, je vois les caméras, mais je pense que tu projettes pas ton écran. Ah, est-ce que tout le monde voit. Personne ne voit l'écran? J'ai cru Gilbert me dire qu'il voyait l'écran tout à l'heure, mais je le Non, déprojette et je le reprojette. Alors. je vois l'écran également. Voilà. Parfois, ça Ok, arrive. pardon. Teams qui fait Ok, des. parfait. Parfait. Voilà. Voilà. Ça arrive avec Teams. Hein. Il y en a qui l'ont et pas d'autres. C'est des mystères de Microsoft. Microsoft, c'est très rassurant aussi au niveau de la sécurité. Vous êtes d'accord? On donnera quelques petits exemples tout à l'heure. Hein, voilà. Bon, alors, justement, la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais la sécurité, justement, c'est quelque chose qui est un peu le parent pauvre. Hein, on prend un gars pour faire la sécurité pour tout le monde, et voilà. C'est pas suffisant. Et il y a un terme qui est arrivé après DevOps, c'est DevSecOps. Et moi, à l'époque, quand je voyais que DevSecOps commençait à être un peu à la mode, alors ça fait déjà un petit moment maintenant, hein, ça fait moi, j'ai entendu parler de ça en 2016, si vous voulez, 2016-2017. Et quand on faisait les premières recherches sur Internet, on voyait un site qui disait DevOps, c'est fini, c'est nul. DevSecOps, c'est mieux. C'est encore une fois quelque chose d'un peu débile, quoi, si vous voulez. Hein, ouais. Voilà, il y a un nouveau buzzword, on va aller vers. Oh Dieu, non, père. Il serait trop heureux. Hein. Alors, Pierre, si tu veux, alors j'ai désactivé ton micro. Ah, voilà, merci. Tu peux participer, voilà, mais. Bon, et du coup, il y avait un nouveau buzzword de DevSecOps qui est arrivé et qui disait en gros DevOps c'est nul. Ça, je trouvais ça encore une fois, débile, débile, débile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un petit meet-up d'une heure pour dégrossir, essayer de comprendre un peu c'est quoi DevSecOps, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée. Alors, on va parcourir quoi dans ce petit meet-up? Pourquoi DevSecOps? C'est quoi DevSecOps particulièrement? Et après, on verra quelques principes et pratiques qu'il y a autour de DevSecOps. Et ensuite, les défis. Et je vous donnerai tout un petit ensemble de liens pour pouvoir vous aider pour aller plus loin si vous voulez. Alors après, hein, pour ceux qui veulent, hein, vous pourrez me contacter sur LinkedIn ou autre. Je vous donnerai accès à des bouquins, des livres que j'ai eu, pas forcément toujours très légalement, si ça ne vous dérange pas. Hein. J'ai des livres sur DevOps, DevSecOps, etc., des petits liens si ça peut vous aider. Voilà. Alors, pourquoi DevSecOps? Ben, on a des menaces qui évoluent de plus en plus. La fréquence des attaques, c'est de plus en plus fréquent. Et avant, on touchait une, deux, trois personnes. Maintenant, ça touche des milliers, voire des millions de personnes, etc. Il n'y a qu'à voir avec Free et SFR la semaine dernière. Hein, il y a eu je ne sais plus combien de comptes ou de RIP qui ont été dévoilés, etc. Quoi. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Grâce à l'IA et grâce également à plein d'autres choses. Quoi. Du coup, on a des attaques sophistiquées, mais aussi les architectures qu'on a, nous, sont de plus en plus sophistiquées, mais nous, on n'a pas forcément à ajouter beaucoup de sécurité. Quoi. Et il se trouve qu'on peut avoir pas mal d'objets connectés partout, des accès sites web, tout est sur le cloud, etc. Du coup, c'est bien, c'est joli, ça marche bien, etc. Mais éventuellement, on augmente le nombre de failles potentielles. On prend de plus en plus d'outils tiers, des sociétés externes pour se protéger ou pour avoir des applications de base, d'une certaine manière.
Mais le fait d'avoir des sociétés externes, ben, est-ce qu'elles sont bien protégées ou pas? Est-ce qu'elles ont leurs données où il faut? Par exemple, le cloud avec RGPD, est-ce que c'est toujours viable, faisable, sécurisé ou pas? Le fait d'utiliser un logiciel tiers, il se peut que ce fournisseur tiers tombe en panne. Vous connaissez OVH peut-être? Voilà, ça peut avoir des impacts énormes. On peut avoir également, par exemple, CrowdStrike, voilà, j'oublie le nom à chaque fois, quoi. Ben, c'était au mois de juillet cette année. Il y a planté, en plus, c'est un outil cybersécurité qui a cloué au sol pas mal d'avions et d'entreprises pendant, je ne sais plus si c'était un jour ou plusieurs jours, quoi, etc. Mais c'était des millions d'euros, justement, qu'il y a eu derrière, quoi. Du coup, l'idée, c'est, derrière DevSecOps, c'est de pouvoir, justement, pouvoir réagir plus facilement à ces menaces qui sont de plus en plus fréquentes, amples, etc., et sophistiquées. Pourquoi on va se protéger? Est-ce que ça coûte cher de ne pas être protégé? Au niveau financier, économique, le CrowdStrike, justement, ça a causé beaucoup de problèmes dans les aéroports, des avions qui ne pouvaient plus bouger, des entreprises coupées, stoppées totalement, quoi. Voilà. En plus, on peut perdre justement en réputation. Le fait d'avoir des failles de sécurité, par exemple Free et SFR, qui sont au niveau de la une, au niveau des journaux, etc., ben, ça fait pas génial de se demander d'être vu aux journaux pour dire c'est pas très sécurisé chez eux, quoi. On a peut-être moins envie d'aller chez eux, d'acheter chez eux, etc., quoi. Et au niveau légal, au niveau des lois, ben, il peut y avoir des amendes assez sévères. La CNIL, justement, va retourner voir un petit peu ce qui s'est passé chez Free, SFR, Auchan, Cultura, et 3 petits points, parce que les boîtes françaises sont presque touchées, quoi. En plus, derrière la sécurité traditionnelle, un peu à l'ancienne, ben, c'était pas forcément efficace, c'était même, je dirais, totalement inefficace. Elle arrivait souvent au dernier moment. C'est-à-dire qu'en gros, on développe une application, je ne sais pas si c'est dans vos projets traditionnels, on fait une appli, un nouveau service, et juste avant d'aller en prod, là, il y a les gars de la sécurité qui disent ah, c'est pas bon, ça faut recommencer. Un problème d'architecture, de conception, ce qui fait qu'on a du retravail, on est toujours à l'arrache, on travaille au dernier moment. La sécurité, c'est comme les tests, c'est souvent ce qu'on fait au dernier moment, si vous voulez. Et du coup, ben, on dit qu'on a une sécurité, on a une checkbox qui a été remplie, ouais, on a fait quelque chose, c'est bon, c'est comme si on a pris une assurance. J'ai pris une assurance auto, du coup, ça y est, je ne serai jamais mort en voiture, ça ne veut rien dire, c'est débile, encore une fois. Ouais. Et la sécurité, c'était limité juste à une équipe qui faisait tout, on a des guidelines, on a des policies, on a dit qu'on a fait ça, on l'a dit, on l'a signé, les gens ils l'ont fait, ça y est, on est sécurisé. Ce qui est loin d'être vrai, on voit réellement en fait. Les coûts de la sécurité élevés, justement, on le fait au dernier moment, on doit tout refaire, du retravail, et on ne sait pas ce qu'on gère, on ne sait pas ce qu'on a en général en production, on n'a pas une bonne gestion de configuration. Quand il y a un PC qui, par exemple, a un patch de sécurité à appliquer, on ne sait pas à qui on doit l'appliquer, et combien de temps on a. Par exemple, Log4j, je ne sais pas si vous avez été touché par Log4j, combien de temps vous avez mis pour détecter que déjà il y a des gens qui ont parlé, que c'était au courant qu'il y avait une faille, et entre le moment où c'est arrivé chez vous, combien de temps vous avez mis pour appliquer le patch, sur combien de serveurs, combien sont encore en risque, etc. Les gens actuellement sont quasiment incapables de savoir quand il y a un patch de sécurité, combien de niveaux de risque il y a, etc. actuellement, quoi. Voilà. Du coup, ça c'est ce qui se passe actuellement dans nos systèmes. On ne sait pas si on est sécurisé ou pas quand il y a des patchs, des failles, etc. On ne sait pas où on en est, on ne sait même plus ce qui se passe, etc. réellement en production. Ce qui fait que les risques augmentent. Voilà. Il faut être réactif. Quand il y a une faille qui est détectée, justement, comment on fait pour réagir vite entre elle est détectée et on l'a corrigée. Comme ça, on est sécurisé. Mais aussi, on a eu une tendance à vouloir centraliser les architectures, les infrastructures, et on avait, quand il y avait un truc qui pète, en fait, c'était tout qui pétait d'un coup. Du coup, l'idée via DevSecOps, si vous voulez, c'est-à-dire de limiter l'impact, de faire des architectures plus petites, de limiter l'impact des risques ou des failles qu'il y aurait derrière tout ça, quoi, en fait. Parce qu'avant, on était tous centralisés. Du coup, l'idée aussi derrière DevSecOps, on verra après, ce sera justement de limiter l'impact d'une certaine manière. En plus, à certains niveaux, c'est même la loi qui nous impose
justement de concevoir des choses sécurisées. RGPD le demande de prévoir la sécurité dès la conception. On a des normes aussi, hein, comme NIS 2 pour les grosses boîtes. C'est une obligation de faire des choses de manière sécurisée. On a des normes ISO, etc. On a PCI, DSS, etc. Il y a des choses à respecter au niveau des lois. Et l'idée, c'est que les lois nous imposent, les lois parfois imposent justement de mieux concevoir des systèmes de manière sécurisée, parce que derrière, il y a un des impacts énormes, quoi. Alors voilà pourquoi DevSecOps, c'est pour justement limiter les risques, limiter les coûts des failles de sécurité, limiter les coûts de la protection, de la sécurisation de nos systèmes, de faire que ce soit pas lent, que ce soit plus rapide, parce que ça, on veut avoir cette vitesse justement autorisée comme dans DevOps, mais de manière sécurisée. Du coup, on va parler, grâce à DevSecOps, on va parler de sécurité continue. Alors, c'est quoi DevSecOps? C'est Dev, le développement. Pouvoir aller plus vite du j'ai une idée vers c'est en production. Et l'idée, c'est que on veut aller vite sans sacrifier la qualité. On veut aller vite et que ça marche. La qualité, c'est forcément avec la sécurité. Voilà. Du coup, le deuxième, DevSec, c'est justement Shift Left, c'est-à-dire une sécurité. On veut que tous nos systèmes soient sécurisés. Au niveau, on verra de Shift Left de la conception, mais également de la protection. Du coup, quand on parle DevSecOps, on verra que c'est tout qui est sécurisé. Le Dev, c'est-à-dire la prévention. Quand on développe les systèmes, on va faire comme une prévention de la sécurité, et en production, on veut qu'on soit protégé. Du coup, DevSecOps, c'est les opérations, l'exploitation. On veut qu'en production, ce soit stable, fiable, robuste, sécurisé, protégé. Parce que dès qu'on se fait attaquer, éventuellement, on ne peut plus exploiter. On n'a pas un système qui va être fiable, stable. On a des attaques par déni de service, ce qui fait que moment, tout peut casser, etc. Et on veut pouvoir être plus protégé en production. Du coup, DevSecOps va nous permettre de nous améliorer dans tous ces domaines. On veut prévoir les choses, un peu Chun Tzu, l'art de la guerre, c'est savoir quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, mais aussi, justement, d'une certaine manière, de pouvoir prévoir, responsabiliser tout le monde, ceux qui développent les systèmes et ceux qui vont les exploiter, il peut y avoir des failles partout, en fait. Et du coup, les gens de la sécurité, souvent, étaient mis dans un silo, quelque part, on ne les voyait jamais dans une tour d'ivoire où ils arrivaient à un certain moment. Et là, c'est que ces gens de la sécurité vont responsabiliser tout le monde. C'est-à-dire que dans DevSecOps, tout le monde est responsable de la sécurité. Il n'y a pas seulement des devs d'un côté, des ops et des sécurités. Non, tout le monde est responsable de la sécurité. Et justement, l'idée de DevSecOps, c'est que la sécurité est impliquée dans toutes les différentes étapes du cycle de vie. DevSecOps, il y a eu plusieurs manifestes. Il y a eu le manifeste Agile, etc. Mais ils ont fait le manifeste DevSecOps également. Alors, il y en a deux de manifeste DevSecOps, celui de devsecops.org et également celui de Larry McHerron. Alors, je ne sais pas comment on le prononce exactement, si vous voulez. Voilà. Mais on va aller lire celui-là qui était, je pense, même le premier. Et ça va bien résumer ce qu'est DevSecOps. Intégrer la sécurité dès le début, au lieu de le rajouter après coup. L'idée, c'est qu'on va prévoir dès la conception la sécurité. Je vais raconter une petite histoire éventuellement qui va nous permettre de mieux comprendre ce que ça peut être, si vous voulez. Je compare souvent, en fait, General Motors et Toyota. Et Toyota, beaucoup de choses qu'on voit maintenant, en fait, on voit de la stabilité, la fiabilité, c'est basé sur le Lean, Toyota, etc. Et il y avait un gars qui allait visiter l'usine de Toyota et il s'est dit, tiens, c'était un gars qui a fabriqué, qui travaillait sur les portières chez General Motors. Quand on prenait des portières chez General Motors, le gars, il mettait, puis il avait conçu une cale en marteau. Là-dessus, il fallait taper sur la portière pour qu'elle rentre bien dedans. Du coup, le gars, il va aller voir justement comment ça se passe chez Toyota. Il visitait l'usine, la chaîne de production, et il disait, tiens, moi, je veux voir comment ils font le montage de porte. Et le gars arrive devant le montage de porte. Il se dit, c'est bizarre, les gens là-bas, ils mettent la porte et ça rentre tout seul. Et le gars, il dit, comment ça se fait? Comment vous avez fait? Il manque une étape, là. Il est où le gars avec le marteau qui fait pour que ça rentre dedans? Et là, c'est le gars de chez Toyota qui dit, non, mais il n'y a pas besoin de gars avec un marteau pour faire rentrer la portière, elle rentre tout seul. Puis il dit, mais comment vous avez fait? On a fait de l'engineering, en fait. Et du coup, l'idée, c'est qu'on veut concevoir des choses pour que les portes rentrent facilement. On veut concevoir les choses pour être plus facilement protégées, si vous voulez. Et on a cette notion-là dans DevSecOps. On pourrait aussi parler des 3 petits cochons, si vous voulez.
la maison en paille, c'est le gars, il s'en fout, c'est là, on est protégé, c'est la fête, etc. Boum, le gars, il s'est fait cramer sa maison, hein, le loup, tout, lui a piqué, cassé sa maison. Après, il a dit, mais non, moi, je vais mettre un petit verrou derrière. Il a fait une maison en bois. Il s'était un petit peu protégé, etc. Mais également, c'est fait envoler également par le loup. Et après, on a la maison en briques, c'est-à-dire qu'on a conçu une maison pour être protégé. En fait, c'est un peu ça aussi, cette notion, un peu, si vous voulez, hein, de DevSecOps, c'est-à-dire qu'on va concevoir quelque chose qui va rendre la vie plus difficile aux loups, aux pirates, aux hackers. On va être un peu plus protégé. Et c'est ça qu'on va rechercher dans DevSecOps, c'est qu'on va construire des choses sécurisées dès les débuts. Voilà. Comme dans SRE, on conçoit des systèmes qui vont être facilement automatisables, stables, fiables. C'est la même chose au niveau de la sécurité. S'appuyer sur des équipes de développement responsabilisées plutôt que sur des spécialistes en sécurité. Ce que je vous disais tout à l'heure, des gens qui sont dans une tour d'ivoire niveau sécurité, c'est bien, mais on veut que tout le monde soit conscient et aware, formé à la sécurité. Et ce sera beaucoup plus performant. Et du coup, l'idée, c'est que les gens qui sont dans leur tour d'ivoire, éventuellement, en ont encore besoin, mais ils vont descendre cette tour d'ivoire et former, diffuser, faire un peu un évangélisme de cette sécurité, si vous voulez. Construire des fonctionnalités de manière sécurisée plutôt que de rajouter uniquement des fonctionnalités de sécurité. L'idée, c'est conçu de manière intrinsèque, de manière sécurisée. On veut dire une bonne gestion des risques, on verra après. Utiliser des outils de sécurité comme moyen d'apprentissage plutôt comme simple validation finale. Il y a des gens qui utilisent des outils de scan, de vérification, de petites choses, etc. pour dire « Ah, ça y est, j'ai scanné, c'est bon, tout va bien. J'ai un antivirus, j'ai scanné mon antivirus, tout va bien. » L'idée, c'est qu'on va utiliser des outils de hacking éthique, ce que vous voulez, etc., pour aller titiller et se former, voir les failles, en fait, et de s'assurer que nous-mêmes, déjà, on n'arrive pas à se hacker nous-mêmes, à bien se protéger, etc. quoi. Si même nous-mêmes, on y arrive, alors sachant comment c'est foutu, c'est qu'il y a un souci. Quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'on va apprendre à utiliser ces failles éventuellement. Quoi. Favoriser le changement de culture plus que l'application stricte des politiques. C'est-à-dire que les gens, ils ont dit, on a une règle de sécurité, j'ai fait un papier qui dit, tu as vu, tu n'as pas le droit de faire des bêtises, hein, tu vois, tu as signé le papier. C'est pas parce qu'on signe un papier qu'on ne fait pas de bêtises, hein, non vous avez, les règles dans un collège, vous étiez tous à l'école, non? Il y avait des règles du collège, vous n'avez jamais fait de bêtises vous-même, pourtant il y avait des règles. C'est suffisant, quoi. Voilà. Du coup, l'idée, c'est qu'on va faire que les gens se comportent et tous en envie de ces éléments, enfin d'avoir cette sécurité, de rendre les gens conscients que c'est risqué. Voilà. Et souvent, on a beau avoir beaucoup d'automatisation, la première faille, c'est qui? C'est l'humain. Vous avez déjà vu des gens qui sont dans un train puis qui codent où ils utilisent leur appli, ils font des comptes rendus de réunion, puis ils vont aux toilettes et puis ils laissent leur PC. Même ils écrivent des mails sans cacher ce qui est écrit derrière l'écran. Et parfois, on voit que c'est notre concurrent qui est juste en face de nous à l'écran devant. Enfin, voilà. Et ça, déjà, c'est des grosses failles qu'on peut trouver très facilement. Quoi. Souvent, du coup, c'est plutôt l'humain qui doit être conscient que c'est déjà risqué. Quoi. Ça, c'est le DevSecOps manifesto. Alors maintenant, les gens ils disent ouais, mais DevOps et DevSecOps. DevOps, c'est quoi? Alors rapidement, hein, c'est tous ceux qui développent des solutions et ceux qui les exploitent, qui doivent collaborer. C'est en fait des gens qui. C'est comment on fait pour casser les silos et travailler ensemble pour concevoir des systèmes qui marchent. On veut avoir cette vitesse pour en production, mais aussi cette stabilité et fiabilité en prod. Du coup, DevOps, c'est là pour casser tous les silos. DevSecOps, c'est quoi? C'est la même chose en fait. Hein. C'est juste où on fait un accent sur la sécurité. DevOps englobe DevSecOps. Parce que quand on veut avoir des choses stables et fiables en production, il faut que ce soit sécurisé. Et pour que ce soit sécurisé en prod, il faut qu'on développe des choses sécurisées. Voilà, c'est ça l'idée. Du coup, DevSecOps, c'est une pratique de DevOps. Ça ne remplace pas DevOps, c'est juste où on met un accent sur la sécurité. Comme SRE, c'est une manière de faire du DevOps où on met un accent sur la fiabilité, stabilité en production, si vous voulez, une automatisation de la prod également, mais ça ne remplace pas DevOps, c'est une manière de le mettre en œuvre, où c'est un accent sur la facilité d'exploiter les choses. Du coup, voilà. DevSecOps, c'est qu'une pratique qui est derrière DevOps, et ça ne remplace pas DevOps. Alors, j'espère que ça vous rassure ou pas, mais voilà. Alors maintenant, on va aller voir différents principes et pratiques qu'il y a derrière DevSecOps. Ça vient de l'heure un peu.
Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler des valeurs DevOps, le CALMS, le C-A-L-M-S. Du coup, là, je vais faire l'accent justement du C-A-L-M-S par rapport à DevSecOps. Voilà. DevOps, c'est une culture. DevSecOps, il y aura aussi une culture aussi à mettre en place. Mais ce sera la culture où on va briser les silos, justement, entre le Dev, les Sec et les Ops, qui vont tous collaborer ensemble et avoir des objectifs communs. Des objectifs sur la sécurité du client, mais aussi sur la satisfaction du client, d'être orienté par rapport à la sécurité du client. Il est très important que ceux qui développent des solutions, justement, comprennent les objectifs de sécurité de leur domaine. Alors après, quand on est un domaine bancaire, militaire ou bibliothèque, on n'aura pas les mêmes niveaux de sécurité demandés, quoi. Voilà, si vous voulez. Mais on va essayer de comprendre dans notre système que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à nos clients et on doit les rassurer, les sécuriser, etc. Et de bout en bout. Du coup, on aura des objectifs communs, la culture du client, mais également la culture de la sécurité autour du client. On va avoir cette culture d'amélioration continue. L'idée, c'est qu'on ne veut pas être parfait tout de suite du premier coup, forcément. On va voir grand et agir petit. Et l'idée, c'est que, d'une certaine manière, si vous voulez, on va découvrir des erreurs. On va faire des erreurs. Il y a des erreurs. Vous partez d'un point de départ qui n'est pas idéal. Il y en a qui ont peut-être de la legacy ici. Et l'idée, c'est de se dire qu'on devra atteindre un certain objectif, justement l'objectif qu'on a fixé ensemble, mais on va voir grand et agir petit, de manière continue. On va y aller doucement, mais sûrement. Vous avez peut-être déjà tous vu un peu l'amélioration continue, frotter, illustrer, c'est Karate Kid, mais en fait, quand on a un problème, on a une solution. Quand on a une faille, on trouve un truc. Et l'idée, c'est qu'on va chercher à corriger doucement, mais sûrement les choses. Et on veut qu'on ait cette culture d'amélioration continue, où dès que quelque chose ne va pas, on l'améliore, et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas sécurisé, on va chercher à le sécuriser. Et on va voir grand et agir petit, on y va doucement mais sûrement. Voilà ce qu'on va rechercher dans DevSecOps. Et on a aussi une culture de la responsabilisation. On va voir, si vous voulez, avant c'était soit les devs, la faute des devs, la faute des opérationnels, les gens de la sécurité. On pointait toujours du doigt une ou une autre personne. L'idée dans DevSecOps, c'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est nous sommes trompés. Et on ne va pas pointer du doigt une autre personne. Et si on se trompe, nous allons nous corriger. Et on va trouver, non pas un coupable, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait pour que la fois prochaine, ça marche mieux. Du coup, la culture, un peu encore une fois, de cette amélioration continue. Et ça, c'est vraiment ce qui est vraiment aussi l'essentiel derrière DevSecOps, c'est d'aller vers cette culture où on se sécurise, où tout le monde, justement, est conscient qu'il doit être un acteur de cette sécurisation. Et si on est plusieurs, on aura plus de chances de trouver qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je suis sûr que tout le monde ici a déjà vu des choses qui diraient, mais là, il y a une erreur, là, ça craint, il y a un truc qui ne va pas. Mais on ne le dit pas, parce que ce n'est pas notre rôle, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Là, on a cette culture où nous sommes responsabilisés à ce niveau-là et tout le monde peut agir et montrer, remonter des failles, des choses qui ne vont pas. Et là, c'est un des plus gros challenges, on le verra après, pour aller vers DevSecOps. Alors maintenant, qui dit DevSecOps dit aussi automatisation. Bah oui, on va devoir automatiser pas mal de choses. Du coup, on va voir cette notion de security as a code. Derrière DevOps, on automatise. On peut automatiser plein de choses via du CI/CD. Voilà. Dans DevSecOps, dans le CI/CD, nous allons sécuriser notre CI/CD, mais on va faire également dans le CI/CD, si vous voulez, plein d'étapes de validation. On en verra quelques-unes plus ou moins précises, quoi, en fait. Mais en gros, on va lancer tout un tas de tests via ce CI/CD, cette intégration continue. Et l'idée de cette intégration continue, c'est dès qu'on fait un petit changement, on valide que c'est toujours bon. Et l'idée, c'est de pouvoir tester de manière continue, mais pas une fois tous les mois, tous les ans, etc. Dès qu'il y a un changement, boum, on veut obtenir un feedback, est-ce que c'est sécurisé ou pas? On veut avoir ce retour très très rapidement. Dès qu'on change quelque chose, on veut s'assurer que ça soit bien fait et sécurisé également. Du coup, cette notion d'intégration continue. Nous allons tester tôt et souvent, on verra aussi. On va mettre aussi en place du monitoring en production, voire même en test et en pré-prod. L'idée, c'est de pouvoir détecter tôt les choses. Du coup, quand on parle de DevOps, on verra qu'on parle souvent aussi d'augmentation des boucles de feedback.
Et l'idée, c'est d'avoir un feedback rapide sur c'est sécurisé ou pas, il y a un truc qui va ou qui ne va pas. Et au plus tôt on détecte une erreur, au plus vite on peut la corriger et au moins son impact est important. Du coup, l'idée de détecter vite qu'on a introduit une faille ou le fait qu'il y en a une nouvelle qui a été détectée ou qu'il y a des gens qui nous attaquent, c'est extrêmement important. Du coup, on va essayer de favoriser le fait de rendre visibles nos erreurs et nos failles grâce à du test et du monitoring qu'on va mettre dans une chaîne d'outils. On en regardera un petit peu une après. Alors, quand on parle de security as a code, on va tester, monitorer des choses, il y a pas mal d'outils. Et il y a, ici, j'ai mis quelques petits d'outils, comme le SAST, c'est le Static Analysis Security Tool, test, pardon. Voilà. Du coup, il y a des outils SAST, du coup, d'analyse statique, dynamique, un mix entre le statique et le dynamique, c'est le IAST, c'est-à-dire qu'en gros, on analyse, il y a des outils qu'on va inclure dans notre code, qui regardent comment ce qui se passe dans notre code, ce qui est sécurisé, mais également est-ce qu'il y a des failles. Et si un code, une partie d'une code qui n'est pas forcément sécurisé, l'outil nous montrera directement la ligne de code qui n'est pas correcte, si vous voulez. Du coup, il y a ce type d'outil IAST. On a aussi du RASP, du WAF, du SIEM. Alors, RASP, c'est des outils qui regardent ce qui se passe au niveau du runtime. Le WAF, c'est une certaine manière, je ne vais pas dire firewall, mais c'est analyser un peu tout ce qui se passe au niveau des échanges, HTTP, réseau, etc., au niveau de la couche logicielle. SIEM, c'est un monitoring qui utilise un peu l'IA pour voir s'il n'y a pas des patterns que lui connaît et voir si on se fait attaquer ou pas. Du coup, ici, c'est juste un exemple de quelques outils qui existent pour nous aider, qu'on peut inclure dans notre chaîne, CI/CD, en exploitation, etc., quoi. Et l'idée, c'est qu'il y a des outils qui sont plutôt liés à la prévention, d'autres à la protection. Du coup, quand on va concevoir des choses, on va essayer d'inclure ces outils le plus tôt possible et de fait, d'avoir des outils qui vont nous prévenir rapidement et on va se tester, se valider et du coup faire la prévention et de la protection. Du coup, on a des outils de prévention et de protection qu'on va essayer d'inclure dans notre CI/CD, chaîne de valeur, intégrée dans notre système d'information pour pouvoir être protégé également en production, mais aussi prévoir des choses plus rapidement. On automatise pourquoi ? Pour aller plus vite en production et s'assurer que quand on fait des choses pour aller en production, ce soit toujours sécurisé et que la sécurité ne soit pas un goulet d'étranglement, si vous voulez. C'est ça l'idée qu'on a derrière DevSecOps. Mais on n'a pas que ça, parce que quand on veut automatiser des choses, on automatise aussi des choses qui sont liées à la gouvernance, les rôles, responsabilités de chacun. Quand on a quelqu'un qui a un rôle, par exemple l'acheteur, le vendeur, il peut voir telle chose, il peut être autorisé à se connecter ou pas. Mais quand on a des changements de rôle, de règles, de qui peut voir quoi, faire quoi, à un moment, comment on fait pour, dans une boîte globale, imaginons qu'on a certaines personnes un groupe qui était externe, maintenant ce groupe-là ne peut plus accéder à nos informations, comment on fait pour le couper du jour au lendemain assez rapidement? Il y en a plein qui ne savent pas le faire. Ou on change les règles des acheteurs, ils peuvent faire telle action, mais maintenant ils ne peuvent plus voir ou telle chose ou faire telle tâche. Comment on fait pour appliquer les règles de gouvernance, d'organisation, les rôles de qui fait quoi, etc. L'idée, c'est de pouvoir l'automatiser, si vous voulez. Si on le fait à la main, ça peut être long, voire même, parfois on est obligé de faire des demandes de changement qui peuvent être très longues, etc. Qui dit manuel dit aussi erreur humaine. Du coup, augmentation des risques. Dans la gouvernance, on a aussi la gestion des risques. Alors, on a des frameworks de gestion de risques, etc. Mais comment on fait pour détecter des nouveaux risques? Du coup, scanner des choses, des vulnérabilités connues, des nouvelles règles, des nouvelles lois, des nouvelles choses, etc. Du coup, on veut automatiser également la gestion des risques et de la gérer un peu mieux. Du coup, on a des frameworks de gestion de risque qui existent comme EBIOS, vous connaissez peut-être, ou NIST RMF, Risk Management Framework, je vous montrerai ces liens-là si vous voulez. Mais aussi s'assurer que ce qu'on fait est bien conforme. On a mis en place des lois et des règles. Est-ce que, justement, notre entreprise respecte bien les règles qu'on a mis en œuvre? Qui accède à ce compte bancaire? Est-ce que les gens qui ont accédé à ce compte bancaire, par exemple, avaient bien le droit de le faire? Du coup, il y a des notions d'audit, de conformité aux lois, aux règles, etc. On veut s'assurer que tout est bien suivi. Et suivant les entreprises, on peut avoir des choses où on peut demander à tel moment qui accédait à telle donnée, etc. Par exemple, RGPD, ça doit vous parler un petit peu, quoi. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir automatiser également ces éléments-là pour pouvoir justement se faciliter la vie et s'assurer qu'on est bien conforme aux lois et à nos propres règles, si vous voulez. Tout ça, c'est des choses qu'on va chercher à automatiser.
Du coup, quand on parle des principes justement de DevSecOps, il y a cette fameuse culture, l'automatisation. Alors, un exemple de chaîne de valeur qu'on pourra voir vite fait. Par exemple, plane. On va planifier des changements, par exemple. On va modéliser les menaces, c'est-à-dire les risques qu'on pourrait avoir, les risques, gestion des risques, etc. On va analyser nos besoins, notre contexte, voir qui on est, qui sont ceux de qui on doit se protéger, qui sont nos joyaux, nos règles, nos lois, etc., notre contexte. Et en fonction de tout ça, on va avoir une bonne gestion, une préparation de tous nos risques, et en fonction des risques, on va se protéger par rapport à ça. Du coup, on va faire une conception, si vous voulez, une architecture de nos systèmes qui vont nous permettre d'être protégés au moins un minimum. Voilà. Ensuite, nous allons commencer le développement, gérer les éléments de configuration. Voilà. Du coup, les gens vont s'assurer dans le développement que c'est bien sécurisé. On va faire déjà des tests d'abus, pénétration, etc., mettre des données bizarres, injection SQL, des petites choses comme ça, si vous voulez. On va faire revoir notre code. Par exemple, des outils d'analyse statique. Je veux dire à chaque fois, une petite connerie, mais les gens qui mettent les adresses IP en dur, vous connaissez peut-être encore des choses comme ça, quoi. Ou qui font des choses qui ne sont pas géniales niveau sécurité. Ou qui ont des JavaScript avec des URL ou des mots de passe qui sont juste commentés pour oublier, le développeur a oublié d'enlever la ligne de code et il a mis ces éléments-là directement dans le JavaScript qui est encore visible. Voilà. Ça, on en retrouve encore pas mal sur Internet actuellement. Voilà. La construction. Analyse des tests critiques, alors pareil, on va construire les choses, mais on va faire des analyses sur quelles sont les choses qui peuvent être critiques, des tests d'abus, etc., des tests de sécurité un peu basiques, si vous voulez. Après, on va tester un peu plus loin, intégration systémique, etc., des tests de pénétration, de conformité, de fuzzing, c'est-à-dire qu'on va essayer, le fuzzing, c'est on essaye de mettre tous les cas possibles de chaîne de caractères, etc., pour voir si ça ne fait pas planter les choses. Voilà. Des outils d'analyse dynamique, voir si, quand on fait tourner des systèmes, est-ce qu'il n'y aurait pas des appels bizarres qui sont mis à droite, des choses qui ne créeraient pas des memory leaks, qui seraient éventuellement des nouvelles failles qui permettraient à des personnes d'accéder à des serveurs et des parties de mémoire, etc., du système qui ne seraient pas normalement accessibles, etc. Prédire, préparer. Du coup, on va faire des choses aussi dans le CI/CD, par exemple, pour réduire les risques, s'assurer si on s'attaquait qu'on fait bien les montées des messages dispo ou qu'on gère correctement les choses. Si on se fait attaquer, est-ce qu'on n'a pas justement des outils qui nous permettent de se protéger, de faire des études, du repli, etc. Parce que tout ça, quand on se fait attaquer, on doit s'entraîner à ça. Et du coup, dans l'antifragilité, comment on fait pour se protéger Est-ce qu'on n'a pas des scénarios qui permettent de se préparer et de se protéger tout simplement. Après, on va gérer le déploiement, on va valider, gérer des logs, configurer les choses, les mots de passe en production, comment on fait pour sécuriser la prod, comment on fait pour vérifier qu'on ne s'est pas attaqué en prod, du coup, il y aura du monitoring. Éventuellement, est-ce qu'on se fait attaquer ou pas? Voilà. Une fois qu'on verra qu'on se fait attaquer, qu'on voit des anomalies, est-ce qu'on sait les gérer? Est-ce qu'on sait vraiment vérifier qu'on a attaqué, mais virer les gens, les intrus qu'il y a derrière? Est-ce qu'il faut s'entraîner pour ça? Mais est-ce que nous, on s'est entraîné? Est-ce qu'on sait le faire? En général, on fait souvent ça pour des mesures d'incendie sur les bâtiments, mais on ne le fait pas forcément pour nos applications. En général, quand on se dit on se fait attaquer, c'est la panique, les gens ne savent pas quoi faire. Pour ça, il faut s'entraîner. Du coup, on a conçu des choses, mais des systèmes pour prédire, préparer à ces failles, on s'est entraîné avant, mais là maintenant, il faut le faire en production. Du coup, quand ça arrive, on va mesurer combien de temps on a mis pour détecter qu'on se fait attaquer, combien de temps on a mis pour justement virer ou se réparer ou virer la faille, etc. Du coup, c'est des choses comme ça qu'on pourrait aussi voir, aussi mesurer en production. On stabilise, on apprend une fois qu'on s'est fait attaquer, on a eu une faiblesse, et justement, nos faiblesses, nos erreurs, elles repartent dans la planification. On a fait une erreur, on corrige. Du coup, l'idée, c'est qu'au fil du temps, on va concevoir des choses pour qu'on puisse s'améliorer, se préparer à être mieux protégé. Si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est des feedbacks. On voit ce qui ne va pas, on fait une conception de logiciels, de procédures, d'architecture, de conception ou gestion humaine automatisée pour que ce soit plus trop protégé pour la suite. Et l'idée de DevSecOps, c'est de faire ça tôt et souvent et de pouvoir aussi mesurer, on verra après, où on en est dans les taux de gestion de risque, de conformité et des nouvelles exigences de couverture
de cybersécurité ou de gestion de risque. Et du coup, l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas et c'est toujours continu. Du coup, toutes les étapes qu'on fait dans le DevOps, si vous voulez, on va prendre en compte ces éléments-là au niveau de la sécurité, quoi, si vous voulez. Du coup, on a aussi cette approche Lean dans DevSecOps où on va avoir une sécurité qui est continue. On veut justement que ça soit fait de manière, c'est pas fait une fois par an, une fois tout le temps, etc. Comme on l'a vu avant, c'est tout le monde. C'est pas du start and stop, c'est-à-dire que là, l'idée c'est que on ne va pas se passer la balle de l'un à l'autre, la patate chaude, etc. Nous allons commencer, terminer ensemble de manière le plus continue, c'est-à-dire qu'éviter le start and stop. Par exemple, si on a eu le cas ici avec Ludovic, on n'avait pas fait de meet-up depuis un moment et du coup, on avait oublié comment on faisait certaines choses. Du coup, on a fait ça de manière non continue et on avait oublié des trucs. Et du coup, on s'est posé des questions hier et on s'est dit, merde, comment on fait ça déjà, etc. Alors que si c'est des choses qu'on fait de manière continue, on n'oublie pas. Ça rentre dans les habitudes. C'est comme si à un moment, tu fais du sport pendant un moment, tu arrêtes, à un moment, la reprise est plus compliquée. L'idée, c'est que dans cette approche Lean, on veut que ça soit fait de manière beaucoup plus continue, tout le temps, un petit peu tous les jours, plutôt qu'une fois par an, une fois de temps en temps, par-ci, par-là, quand ça craint. Voilà. Du coup, on veut cette sécurité continue. On va avoir cette notion de shift left. Au lieu de faire un maximum de sécurité à gauche, on va être plutôt dans cette notion d'assurance qualité ou d'assurer la qualité en amont dès la conception, et le plus tôt possible. Le plus tôt on détecte des erreurs, plus vite on les corrige. Au moins, ça coûte cher, et plus vite on peut corriger les choses. Du coup, cette notion de CI/CD, One Piece Flow, on voit grand, on agit petit, ça permet d'agir tôt et souvent, mais aussi, si on fait les choses d'une certaine manière, on veut détecter les erreurs le plus tôt possible. Au plus tôt on la découvre, moins on gaspille des ressources. Du coup, le meilleur moment, c'est dès la conception. Security by design, c'est la sécurité dès la conception, l'architecture. Ou même, j'irais même en amont, dès l'expression de besoin, en fait, carrément. Tester tôt et souvent. C'est-à-dire que là, on va tester tôt, tout le temps, etc. Dès qu'il y a un changement, on va vérifier des tests de sécurité. Bon. Et on va faire des revues. On va se faire revoir par des pairs. Alors les pairs, ça va être des gens aussi liés à la sécurité. Si vous avez des changements, par exemple, il y en a peut-être ici qui font du développement agile, Scrum ou quoi, quand il y a des choses qui sont liées à la sécurité, vous avez peut-être un champion de la sécurité dans votre équipe, ou c'est encore un gars centralisé, dès qu'il y a des choses liées à la sécurité, faire revoir ce que vous avez fait par un expert de sécurité. L'idée, c'est de faire le plus tôt et le plus souvent possible. Cet expert sécurité, on verra aussi, ce sera son but de former les gens, de former les autres personnes autour de ça. Et l'idée aussi de DevSecOps, c'est que la sécurité ne soit pas une contrainte. Parce que souvent, on voit la sécurité comme une contrainte, parce que souvent, on n'en a qu'un gars ou deux par rapport à 1000 employés. Enfin, je ne sais pas combien il y en a chez vous, mais j'ai déjà vu des boîtes où il y avait 5 gars de la sécurité pour 1000 personnes dans la boîte. Et quand je dis 1000 personnes, c'est 1000 personnes dans l'informatique. 5 personnes, c'est-à-dire que comparé au nombre d'employés globaux, c'est dérisoire. Voilà. L'idée, c'est justement d'avoir une sécurité qui est continue, mais qui ne soit pas une contrainte. On veut que la sécurité, justement, soit un avantage. Du coup, les gens qui sont là tout en haut, qui étaient avant cette fameuse contrainte, forment et déploient beaucoup plus de profils. Et tout le monde est responsable de la sécurité. Et l'idée, c'est de faire que cette sécurité ne soit plus une contrainte, mais un avantage. C'est-à-dire qu'on veut justement qu'on puisse envoyer plus de choses en production sans que ce soit bloquant, que ça ralentisse justement les choses. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça. Au début, il faudra forcément investir un petit peu pour que cette sécurité ne soit plus une contrainte. Voilà. Alors, on a aussi dans ces valeurs le M, la mesure. On doit savoir mesurer à quel point on est sécurisé, à quel point on est conforme, à quel point on va vite. Alors, on va avoir, par exemple, le MTTD. Combien de temps on met pour détecter qu'on a une faille? Combien de temps on met pour détecter qu'on se fait attaquer? Ça, c'est une mesure qu'on devrait être capable de pouvoir fournir. Et justement, R, combien de temps on met pour réparer? Entre le moment où j'ai une faille, combien de temps on a mis pour réparer? J'aimerais bien savoir ici, par exemple, s'il y en a qui veulent mettre dans la ligne de chat, combien de temps vous avez mis pour détecter que vous aviez Log4j qui était en vulnérabilité connue, combien de temps vous avez mis pour le corriger? Voire même, est-ce que vous avez tous corrigé tout ce qu'il faut chez vous, quoi? Je suis sûr qu'il y en a qui ne l'ont encore toujours pas corrigé. Il y a des boîtes qui ont encore les anciennes versions, quoi. Voilà, etc.
Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes, en fait, d'essayer de mesurer. En fait, on a des objectifs de sécurisation. Si on est sécurisé, combien de temps on met pour détecter une faille et voir combien de temps on a mis pour la corriger. Au niveau des failles, en mode préventif, mais également, alors après, en mode protection, combien de temps on met pour vérifier qu'on se fait attaquer et combien de temps on met pour se corriger, par exemple. On peut avoir ces éléments. On peut mesurer aussi le lead time des changements normaux pour qu'ils soient délivrés de manière sécurisée, avec ou sans la sécurité, voir un peu où on en est. Le lead time, c'est aussi la vitesse, comme j'ai dit avant. Le pourcentage de conformité et de gestion des risques. Vous avez la conformité à des lois, des règles, des normes ISO, des lois, des règles que vous êtes mis en place, et quelles sont les règles que vous avez testées, validées, celles qui sont mises en place, bien sécurisées, etc. Du coup, l'idée, c'est qu'on ne veut pas forcément être parfait. Dès qu'il y a une nouvelle règle, par exemple, qui a été détectée, une faille de sécurité, boum, un nouveau risque. Et l'idée, c'est que ce nouveau risque est là, il y a une nouvelle faille, on puisse rajouter cette faille, et nous on va dire il y avait 100 règles, maintenant il y en a 101, on avait couvert 100, maintenant on a couvert 100 tests qui valident qu'on a fait 100 de réduction de risque, il y en a une nouvelle, on est à 101, et du coup on n'est plus à 100% de couverture des risques, il y en a une nouvelle qu'on n'a pas. Du coup l'idée c'est qu'on puisse avoir un système qui nous permet de voir quel est le pourcentage des risques qu'on a réduit, etc. Du coup on va inclure de manière automatique dans nos systèmes des nouvelles failles, des nouveaux risques qui sont apparus, et nous on va vérifier via notre CI/CD quels sont le degré de couverture des risques qu'on a remédiés, réduits ou supprimés. Du coup, on va essayer de prendre en compte ces éléments-là. Voilà. Sans que ça nous bloque forcément, pour que ça reste clean en haut. Si on introduit, par exemple, une nouvelle faille qui est en production et également en test, voilà, si elle était déjà là en prod, si on fait juste découvrir quelque chose qui est déjà là, on ne va pas nous bloquer. Par contre, si c'est une faille qui n'est pas en production et nous on fait un développement qui rajoute une nouvelle faille, dans ce cas-là, on va la bloquer si vous voulez. Du coup, on pourrait avoir un calcul de règles bloquantes, pas bloquantes, sur ce qui est en production, sur ce qu'on avance d'une certaine manière. Et du coup, ça nous permet d'avoir des bons tableaux de bord, savoir si on dégrade ou pas la sécurité, savoir si on est conforme ou pas, savoir si on doit réagir ou pas. Et du coup, les mesures sont primordiales dans DevSecOps, pour savoir où on en est, pour savoir ce qui se passe. Mais pour ça aussi, ça veut dire qu'on doit pouvoir rendre observables nos systèmes. On avait déjà fait un petit meet-up sur l'observabilité, justement, avant. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi on est couvert, qu'est-ce qui se passe un peu partout. On a plein de composants dans tous les sens, lesquels sont sécurisés, lesquels ne sont pas, lesquels sont attaqués, quels sont les impacts. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir justement mesurer ces risques et d'avoir un système qui nous permet d'avoir un tableau de bord qui sache nous dire où on en est. Voilà. Du coup, derrière DevSecOps, on aura aussi quel niveau de sécurisation on est, aussi de l'adoption des règles de conformité, des standards qu'on a appliqués, la sécurité de l'entreprise, la sécurité de l'informatique, de manière globale, etc. Tout ça, on devrait être capable de le voir via des super beaux tableaux de bord, si vous voulez. DevSecOps, c'est également ça. Mais on a également le partage. Le partage, comme je disais, ce n'est pas forcément les gars de sécurité qui vont faire la sécurité pour tout le monde, c'est eux qui vont partager leurs connaissances un peu avec tous les autres. Du coup, on aura beaucoup de formation. Du coup, les gens vont être déjà conscients qu'il y a des risques. Ça, c'est très important d'être aware, conscient qu'il y a beaucoup de risques, mais aussi d'être formé sur la sécurité. Du coup, l'idée, c'est qu'on va partager nos échecs, nos succès, nos connaissances un peu avec tout le monde. Et c'est très important de montrer tout ce qui était bien et pas bien. Les échecs sont très importants de les montrer, parce que c'est avec cela qu'on apprend. Et je pense que les erreurs, on en fait partout. Du coup, il y a vos erreurs ou ceux de vos concurrents. Et je pense que quand vous voyez qu'il y a Free, SFR et tout qui se sont fait pirater, qu'est-ce que vous faites pour ne pas être piraté comme eux? Parce que l'apprendre de ses erreurs, c'est intelligent. La sagesse, c'est apprendre des erreurs des autres. Qu'est-ce que vous faites, vous, actuellement, par rapport à ce que vous voyez sur les news un peu tous les jours, etc. Est-ce que vous feriez mieux, etc. Du coup, partagez ces échecs, ces succès, les failles, etc. Et faites quelque chose, quoi. Du coup, partagez ces échecs, succès et travaillez. On va former des champions de la sécurité. Il est très important d'avoir dans plusieurs équipes des gens qui vont être des représentants un peu pour être là pour former, diffuser cette culture, et on devrait en avoir de plus en plus, surtout que la sécurité est un enjeu de plus en plus critique. On a de plus en plus de choses connectées, et quand il y a un problème d'informatique, il y a une indispo, c'est plein de métiers qui sont stoppés, voire même, il peut y avoir des vies en jeu, etc. Quand il y a un système qui ne marche plus,
des hôpitaux ont été bloqués également avec le Sky, le Crowd, je ne sais plus comment le Sky Crowd, je ne sais plus comment il s'appelle, le système qui était malade quand il était foiré au mois de juillet, c'est ce qui s'est passé, quoi. On a eu pas mal de choses critiques de bloquer. Du coup, on forme des champions pour acquérir plus de compétences, connaissances. On aura aussi des activités de Red Blue Team, c'est-à-dire qu'il y a une attaque, il y a des équipes qui vont attaquer, des équipes qui vont se défendre, puis l'idée c'est qu'on va essayer de voir, est-ce qu'on sait voir qu'on se fait attaquer, est-ce qu'on voit qu'il y a des gens qui se font défendre, qui défendent, etc. L'idée c'est est-ce qu'on sait réagir, quoi. Et du coup on va s'entraîner, faire des simulations pour voir ça. Et du coup on va se baser sur ces entraînements, ces simulations, pour voir nos faiblesses, etc., etc. Au moins essayer. Des simulations, formations, etc. Des formations, il y en a de plus en plus, et il y en a même sur YouTube, etc. Après, il y en a des formations plus officielles, etc. Voilà. Mais je pense que regardez déjà ce que font pas mal de vidéos TikTok. Les gars, ils apprennent sur TikTok à pirater, et même eux, ils y arrivent. Du coup, chez vous, en tant que professionnel, ingénieur de... Parfois, est-ce que vous faites mieux ou pas? Voilà. Du coup, on avait cette fameuse valeur, le CALMS, la culture de la sécurité. On va chercher à automatiser les choses. Le L, fait la sécurité de manière continue, le plus tôt, c'est-à-dire dès la conception et de manière continue un peu tout le temps et à chacune des étapes. On va se mesurer le taux d'adoption, de sécurisation, mesurer les choses, voir si on atteint nos objectifs de sécurité, de couverture de risque, etc. Et le partage des échecs et des succès. Tout ça, c'est ce qui permet de résumer globalement un peu DevSecOps. Mais également, si vous travaillez souvent dans la sécurité, vous connaissez certainement le paradigme de la CIA. Confidentialité des données, intégrité des données, disponibilité des données. Ça, dites-le si vous voulez qu'on en parle un peu plus, mais c'est quelque chose d'assez crucial dans la sécurité un peu standard. Quand on fait également du DevSecOps, l'idée, c'est que comme on va aller sur le cloud, on va toujours avoir ce paradigme CIA. Mais on va essayer aussi d'avoir le DIE, qui est comme un nouveau paradigme de la sécurité, qui va nous aider justement dans cette CIA de confidentialité, intégrité, disponibilité des données. C'est-à-dire qu'on va faire des systèmes distribués. Les systèmes distribués, ça permettra de pouvoir répondre plus facilement à des problèmes de disponibilité. Le fait d'avoir un système qui se fait attaquer fortement sur une région du globe, éventuellement, il y a un deuxième qui pourrait prendre le relais, etc. Du coup, le système distribué permet de répondre à des problématiques de disponibilité. On peut avoir des systèmes immuables. Immutable en anglais, c'est l'intégrité des données. Quand il y a quelque chose qui a été modifié, un logiciel qui n'est pas le bon, qui est en production, on a mis par exemple quelque chose en production, on l'a versionné. Mais ça c'est bien, mais est-ce qu'on a bien, on vérifie que l'exécutable c'est bien le bon? Parfois, justement, ce n'est pas bien le bon qui est derrière. On n'a pas les données intègres. On peut avoir une mauvaise version d'un logiciel sur son téléphone. Ou vous connaissez peut-être les jeux vidéo, il y a pas mal de gens qui font du cheat, les cheaters, etc. Ils ont des parties logicielles qui ont été modifiées, qui ne sont pas les bons, etc. Du coup, on commençait à détecter aussi l'intégrité. Est-ce que ce qu'on a mis en production, c'est bien la bonne version, etc. On veut valider que les logiciels déployés sont bien les bons. Du coup, le fait d'avoir une infrastructure immuable va aider à l'intégrité. On a aussi les architectures éphémères qui va permettre de limiter les problèmes de confidentialité. Si on a des serveurs qui sont difficiles déjà à atteindre, mais une fois qu'ils sont là, leur durée de vie est courte, ça va rendre plus difficile la vie aux hackers. En fait. Du coup, l'idée d'avoir des données, des serveurs qui ont une durée de vie très courte, ça permet aussi de faciliter aussi une certaine protection, une confidentialité des données. Si les gens vont sur un serveur et que ce serveur est parti vite, ça peut complexifier un peu la tâche des hackers. Du coup, on a cette notion, par exemple, d'une pratique de DIE pour faciliter la CIA. Alors là, c'est quelques pratiques, il n'y a pas que ça, il y en a vraiment tout plein derrière. Si vous voulez, je vous donnerai après ce truc-là, je remettrai sur LinkedIn, etc., ce petit schéma si vous voulez. Mais en gros, toutes les différentes actions qu'on peut avoir de gauche à droite du DevOps pour pouvoir sécuriser tous ces éléments-là, c'est le petit schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Non, les défis pour aller vers DevSecOps, c'est pas facile. On a des outils qui sont de plus en plus complexes, des architectures, des infras de plus en plus complexes, et justement, c'est tellement complexe qu'on a vraiment un mal de fou.
Les gens de la sécurité, souvent, perpètent les oies. Ils sont dans une tour d'ivoire, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. C'est juste de temps en temps qu'on les voit. Je ne sais pas si vous êtes des gens de la sécurité ou pas, hein, si vous les voyez de temps en temps, mais on a un gros silo et justement, l'idée, c'est de les faire redescendre avec tous les autres gens qui doivent sécuriser. En fait. Voilà. Et en plus, un autre défi pour aller vers DevSecOps, c'est le rythme rapide. Ça va de plus en plus vite, 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 vite. Et du coup, déjà, on a à faire des choses rapidement, mais en plus, si on doit sécuriser les choses, eh ben, c'est galère. On dit, bon, allez, c'est pas grave, on ne sécurise pas. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est en production, ben, après, l'impact, la réputation est problématique. La formation, ben, il y a besoin de nouvelles compétences. Du coup, mettre de nouvelles compétences dans les gens, ben, c'est pas évident, parce que déjà, ils sont remplis à 100% du temps. Et les gens qui sont utilisés déjà 100% du temps, est-ce qu'ils ont encore du temps de cerveau disponible pour se former à la sécurité? Ben, pas forcément. Du coup, on fait venir des gens avec de l'extérieur pour se protéger. Est-ce que c'est très sécurisé de faire venir des gens de l'extérieur pour se protéger? Surtout que si tu le payes plus, ben, peut-être qu'il va te protéger encore après. Ou dire, bah, tiens, on va peut-être les hacker là-bas, comme ça, on va aider. Ceux qui faisaient, rappelez-vous, hein, les antivirus, ils créaient des virus. Comme ça permettait de vendre leur antivirus. À un niveau de sécurité, je ne vais pas vous dire, mais on a souvent des fournisseurs chers. Comme il y a un turnover de fou, les boîtes ne prennent pas en compte forcément l'humain en compte. Les gens qui se barrent de chez vous sont une faille éventuelle. Ils savent comment vous avez travaillé, comment vous êtes organisé, comment vous êtes sécurisé. Hein, ça aussi, c'est... Former les gens, essayer de garder les gens en interne aussi. Manque de ressources, voilà, pas assez de gens pour pouvoir faire ça. Et que ça soit fait de manière continue et pas une fois par an quand on a le temps. Ça, c'est le challenge. La culture, ben, vitesse versus sécurité. Est-ce qu'on sécurise ou on va vite? Pas évident. L'inertie organisationnelle. On a des gens qui ont des organisations très bureaucratiques, c'est pyramidal, où franchement, c'est un peu... la grosse architecture, on va parler de grosses boîtes comme Orange, EDF, etc. Ben, c'est très difficile de faire bouger, changer les choses. Et justement, dans ce type de boîte, hein, c'est vraiment très difficile de mettre en œuvre tout ça. Et les gens ne sont pas sensibilisés à la sécurité. Tout le monde s'en fout tant qu'on ne se fait pas attaquer. Ça vous arrive aussi, tu dis, ouais, l'assurance, ouais, ça on s'en fout, ouais, ça on s'en fout. Jusqu'au moment où ça arrive chez vous. Ouais, mais ça, c'est chez les autres. Ouais, jusqu'au moment où ça arrive chez vous. Est-ce que vous avez des gens qui se font attaquer chez vous? Est-ce que vous avez des gens, quand vous allez chez des amis, vous dites, vous êtes informaticien, « tu peux pas venir chez moi, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent partout. » Vous voyez, enfin, ça vous parle. Et les gens s'en foutent de sécurité, mais une fois qu'on se fait attaquer, ben, c'est galère. Vous avez déjà perdu pas mal de choses, etc. Du coup, DevSecOps, c'est la sécurité qu'on va essayer d'obtenir de bout en bout. Dès la conception, jusqu'à la mise en production, à l'exploitation, et on continue. Et la sécurité, ben, c'est aujourd'hui, mais demain et après-demain. On a des nouveaux systèmes qui vont vite. Je n'aimerais pas que ma voiture se fasse hacker à un certain moment où je roule en voiture, quelqu'un me parle et me dit tiens, ben, je vais aller à droite ou à gauche, ou je vais la faire arrêter ta voiture, ou elle se fait hacker, et du coup, ben, maintenant, je ne vais plus la faire démarrer juste pour t'embêter. Ça peut être aussi hein, des choses comme ça. Et on va sur des systèmes de plus en plus connectés. Ben, l'idée, c'est de pouvoir à un moment sécuriser toutes ces chaînes de valeur et pouvoir réagir vite et justement de pouvoir prévoir les choses au plus tôt pour que quand il y a un truc qui ne va pas, ben, ce soit sécurisé et qu'on n'ait même pas peur, qu'on sache dire ce qui ne va pas et corriger vite et appliquer les patchs rapidement. DevSecOps va permettre de gérer toutes les couches de bout en bout. Alors, si vous voulez des informations, il y a le MITRE qui est sur... Alors, je vais vous mettre peut-être les liens dans les lignes de chat où je les mettrai après, mais je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le MITRE ici. C'est en gros toutes les manières de se faire attaquer et de pouvoir bien se défendre. C'est en gros toutes les failles potentielles et les réductions de risques associées sur comment on pourrait se faire attaquer. C'est basé un peu sur l'art de la guerre. Quelles sont les manières d'attaquer des pirates? Et justement, ça va vous permettre de mieux vous défendre. Voilà. Du coup, il y a le MITRE qui peut vous aider. On a le CVE du MITRE aussi, en fait. Alors, je vous mets les liens vite fait si vous voyez là-dessus. Qui est les vulnérabilités connues.
Du coup, il y a des gens qui scannent ça. Enfin, il y a des outils qui le font aussi pour vous, etc., si vous voulez. Tac. Mais ça permet de voir aussi quelles sont les vulnérabilités connues dès qu'il y a une nouvelle vulnérabilité. Par exemple, le nouveau patch Intel, patch sécurité, serveur, etc., pour pouvoir corriger les choses plus rapidement. Voilà, vous avez tous ces ensembles de risques aussi qui sont disponibles. Vous avez le framework de cybersécurité. Alors, pourquoi je le mets? NIST, c'est américain, je ne suis pas forcément toujours pro-américain, loin de là, mais il faut dire que ce framework est quand même pas mal. Du coup, NIST CSF, vous tapez NIST CSF, et en plus, ces données sont totalement gratuites sur Internet, et vous allez voir que derrière ce NIST, je vais vous montrer même vite fait ici, là, je pense que c'est bien foutu. Alors, de documents. Ah bah regardez, une erreur 503, super. Voilà. Alors, je vais montrer aussi. Alors, je vais essayer de retrouver d'autres liens. Mais en gros, ça permet de voir tous les types de failles possibles, de naviguer dans toute une gestion de risque, etc. Et c'est extrêmement intéressant, si vous voulez. Pour ceux qui sont dans les grosses boîtes, il y a le NIS 2.0. Ça permet de voir en gros quelles sont des recommandations pour certains, des obligations pour d'autres, au niveau européen, au niveau de la gestion de la sécurisation, au niveau réseau, etc. Le NIST RMF, un gestionnaire de framework de risque potentiel, si vous voulez. Stride aussi, par exemple. C'est plein de petites choses qui peuvent vous aider. Sur le NIST que je voulais vous montrer, en fait, par exemple, on a différentes familles de risques sur les gestions d'accès, la formation, l'audit, les plans de continuité, de contingence, la réponse aux incidents, comment on fait pour répondre aux incidents, comment on fait pour faire une bonne maintenance, média, etc. Tout ça, ces activités qu'on doit protéger sont à inclure, si vous voulez, dans DevSecOps, ces activités à inclure dans toute cette chaîne de valeur qui sont à prendre en compte. Du coup, dès que vous avez un framework, alors vous pouvez avoir EBIOS aussi, si vous voulez, c'est des ateliers, le NIST, ITIL, etc. Il y a plein de frameworks différents au niveau de gestion des risques, risque sécurité, etc. Allez voir au moins celui-là, par exemple le NIST SP 853. Alors, c'est barbare comme nom, je suis désolé, mais vous verrez que c'est toutes des recommandations de ce qu'il faudrait pour être bien sécurisé. Et déjà, si vous avez arrivé à mettre en place tout ce qui est écrit là-dedans et de l'inclure dans votre système d'information de manière automatisée ou de manière continue, vous êtes déjà pas mal, quoi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ici le NIST. Voilà. Du coup, pour aller voir le NIST, RMA, vous tapez sur Internet. Alors, je vais essayer de le refaire ici, peut-être. Voilà. NIST, CSF. Voilà. Voilà. Profile, merde. Le site. De documents, il est plus bon de profile, si profile, non. Regardez. Voilà. Ici, c'était toutes les familles de tests que je voulais vous montrer, justement. J'avais déjà téléchargé juste avant. Voilà. Ça, c'est à peu près toutes les choses qu'on peut sécurisé dans le NIST, il y a à peu près 1200 éléments qu'on peut vérifier au niveau sécurisation, etc., suivant le domaine dans lequel vous êtes, quoi. Du coup, il y a beaucoup d'outils qui peuvent vous aider à aller plus loin, quoi, en fait. Voilà. Du coup, je vous redonnerai tous les liens de ce que j'ai utilisé. Et également, les liens qui ne marchaient pas là, je vous promets, je vais les mettre sur LinkedIn, etc., quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions autour de DevSecOps? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou pas, ou si tout va bien. Du coup, à la rigueur, ici, je vais vous donner l'accès tout de suite, éventuellement aucun accès en lecteur sur le lien que mon tableau ici, Miro, je vous donne l'accès. Voilà. Vous avez accès à mon tableau Miro, voilà. Avec les liens aussi qui sont présents dedans, je vous mettrai d'autres. La planche dessinée, je vous la filerai aussi sur LinkedIn. Je pense que vous êtes sur LinkedIn peut-être, ou peut-être Meetup, je ne sais pas. Mais au moins, vous avez au moins l'accès. Voilà. Ok, cool. Merci Vincent.
Merci à tous pour d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des trucs. Nous, de notre côté, on mettra la vidéo de toute façon à dispo sur notre blog Gentle IT. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez revoir ou partager avec des connaissances, n'hésitez pas. De toute façon, dès qu'elle sera dispo, on fera un lien LinkedIn. Et pareil, vous pourrez accéder à l'enregistrement du webinaire.